Bonjour à toutes et à tous. On a un tout petit peu de retard, je crois, mais ça a permis de faire arriver les derniers. Peut-être qu'il y en a d'autres qui nous rejoindront. On laisse la porte ouverte. Donc la conférence d'aujourd'hui, intitulée Open Space Science du New Space à la concrétisation de commun, c'est nos réflexions. Donc Célia Grousson-Daniel et moi-même, Benjamin Jean, ainsi que d'autres collègues qui ne sont pas forcément présents là aujourd'hui avec nous, mais qui ont travaillé, qui nous tous avons travaillé sur des missions dans le domaine du spatial qui nous permettent, qui nous donnent une idée en fait de quelques dynamiques qui se mettent en place dans le domaine du spatial et possiblement dans d'autres domaines. Et l'idée, c'est de partager ça. Vous partagez par notre prisme, qui est surtout celui d'un acteur qui accompagne d'autres acteurs, en se concentrant sur les actions qui ont été menées dans le domaine du spatial, vous donner une idée vous partagez une idée de la manière dont les secteurs sont en train de se transformer. Donc D'accord, c'est moi qui ai la télécommande. Donc merci d'être là, déjà. InnoCube, très rapidement, le but c'est vraiment pas de faire une présentation uniquement sur la société, mais juste pour vous dire d'où on parle. InnoCube, c'est un cabinet de conseil qui travaille sur principalement les enjeux de stratégie open source, stratégie open data, open source hardware, ou globalement, dans quelle mesure la collaboration, l'innovation ouverte, la science ouverte, peut amener des acteurs à travailler, donc à induire que plusieurs types d'acteurs travaillent ensemble, là où auparavant, ils n'avaient pas du tout l'habitude de collaborer. Donc on travaille autant avec des acteurs publics que privés, autant avec des toutes petites structures que des très grands groupes, avec des petites collectivités ou l'Europe, juste pour donner des éléments comme ça, sur une niche qui est vraiment la niche de la collaboration. Qu'est-ce qui permet à ces acteurs de travailler ensemble? Des expertises qui vont de la propriété intellectuelle, tous les aspects de licence, notamment qui touchent beaucoup au sujet de l'open source, l'open data, mais aussi des éléments qui sont plus de la transformation d'organisation, la mise en place de processus, au sein de diversité d'organisations, et tout ce qui est aussi démarche de communauté, comment plusieurs acteurs peuvent travailler ensemble pour produire des ressources ouvertes. Donc ça, c'était la présentation un peu de qui nous sommes, excusez-moi. C'est toi qui prends la prochaine. Je te donne la parole. Oui. Donc là, le but de notre présentation, c'est vraiment de vous redonner quelques éléments de contexte de l'écosystème aérospatial et de ses évolutions aussi de ces dernières années, et de re-questionner la place de l'open, donc aussi bien open source, open hardware, toute la place de l'open science aussi, de l'open data, dans ces dynamiques du spatial, et d'aller petit à petit vers la notion de commun et de gouvernance partagée entre différents acteurs. Donc là-dessus, on va vraiment se baser sur déjà une présentation générale, mais ensuite des cas d'études qu'on a pu avoir dans le cadre de missions qu'on a menées. On n'est pas des experts du spatial. On ne va vraiment pas se prétendre comme tel. En revanche, on a mené un certain nombre d'actions vis-à-vis d'une multitude d'acteurs qui sont liés au domaine du spatial ou de l'observation de la Terre, sur la base desquels, donc expérimentation et mission sur la base desquels, on s'appuie pour vous partager ces quelques premiers éléments de contexte. Je ne sais plus comment c'était réparti donc, première chose, ce qu'on connaît du domaine du spatial, c'est les acteurs traditionnels, qui sont ceux avec lesquels on a pu travailler initialement, et avec lesquels on travaille encore, donc, notamment tous les acteurs de la recherche et les agences spatiales, que ce soit en France, que ce soit aux US, ou que ce soit en Europe. Il y a de manière générale, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on parle du domaine du spatial, c'est que c'est un domaine qui reste encore assez étatique, très régulé par la présence d'un certain nombre d'acteurs publics. Et donc, c'est les acteurs qu'on connaît, je dirais, et qui représentent la manière de faire du spatial jusqu'à il y a peu, je vais assez vite, n'hésite pas à compléter, qui s'est retrouvé en fait de plus en plus remise en cause par des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants, des nouvelles manières d'innover dans le secteur du spatial. Alors pourquoi? Pour nous, il y a plusieurs raisons, c'est celles qu'on vous partage, mais qui sont intéressantes à constater. D'une part, parce qu'il y a une vraie logique de miniaturisation et de production en masse. C'est-à-dire qu'auparavant, on lançait des satellites dans l'espace, c'était réservé à quelques énormes acteurs. Aujourd'hui, vous avez des associations qui sont dans cette démarche de produire de nouveaux satellites, qui sont ensuite lancés. Il y a des constellations, il y a des centaines de tout petits satellites qui sont conçus parfois dans des logiques d'open source hardware,
là où auparavant on avait uniquement un gros. Et finalement, ces myriades, ces constellations de satellites, elles vont pouvoir avoir des résultats encore plus intéressants que ce que permettaient de faire auparavant les gros satellites. Et on vous a juste mis quelques chiffres, mais vous avez sûrement entendu parler des satellites donc Starlink liés à SpaceX. Donc voilà, il y a sur plus de 1000 satellites, il y en a plus de 700 qui ont été lancés et qui sont des Starlink. Et on vous a mis aussi les budgets, par exemple le budget de la NASA et le budget européen pour l'espace, qui représentent des enjeux majeurs et où il y a un ensemble d'acteurs aussi, d'acteurs économiques, industriels, qui sont impliqués dans les phases, on va dire, amont du spatial et lié à la recherche. Et également un ensemble de pays aussi qui se positionnent avec des programmes spatiaux. Et également, c'est plus forcément lié à lancer des satellites, mais c'est aussi beaucoup une puissance liée aux données et à la création d'applications et finalement l'analyse des données du spatial qui sont importantes. Alors, donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux intermédiaires, donc des acteurs notamment privés, qui rentrent dans la course du spatial, qui lancent des satellites, qui lancent des fusées, qui opèrent et qui proposent des services. Je pense à Facebook, je pense à SpaceX, donc là pour les plus gros. Et donc il y a des programmes massifs à l'échelle européenne, mais aussi au-delà, d'acteurs qui ensemble se fédèrent, se collaborent de telle sorte à pouvoir maîtriser, je dirais, le potentiel du spatial. Il y a aussi des concurrences qui sont assez fortes. Alors, en même temps qu'on on parle souvent de coopétition dans le domaine de l'open source, comment plusieurs acteurs qui peuvent avoir des objectifs concurrents peuvent avoir un intérêt néanmoins à converger sur certaines actions. C'est des choses qu'on voit aussi beaucoup dans le spatial, avec une coopétition entre acteurs publics, mais aussi entre acteurs publics et privés. Et ce qui est intéressant, c'est que le domaine du spatial, c'est aussi un domaine qui fait rêver. Et on y reviendra. Hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles les logiques de commun, de non-appropriation, voire de gouvernance en commun du spatial, trouvent encore beaucoup de son sens. Et donc je pense que cette part d'imaginaire qu'on retrouve dans le spatial, c'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les initiatives dont on vous parlera juste après en matière d'open source, d'open data, d'open source hardware, de collaboration ont encore beaucoup de place. On vous a juste remis un rapport qui a été fait, qui s'appelait Open Space, l'ouverture comme réponse aux défis de la filière spatiale. Et là, c'était vraiment l'ouverture du domaine du spatial. On ne parle pas de l'open source ou peu d'open data, mais c'est vraiment cette ouverture nécessaire à la fois technologique face aux enjeux qu'il peut avoir donc, dans les SATCOM, dans tout ce qui est virtualisation, ou la nécessité aussi de grandes infrastructures et de services de cloud. C'est des enjeux aussi qui sont militaires, géopolitiques. Là, au sein de BeBoost, on parle beaucoup de souveraineté. Donc tout ce qui est de l'ordre de la souveraineté est majeur pour le spatial. Tous les enjeux de sécurité, de défense. Benjamin parlait aussi des GAFAM et de tous ces grands acteurs, mais il y a aussi des luttes entre GAFAM et BATX, donc tout ce qui est en lien avec la concurrence aussi chinoise. Et puis des enjeux scientifiques, des enjeux climatiques, environnementaux, bien sûr en lien avec les données d'observation de la Terre et du spatial. Donc on vous a sorti un peu tout ça, les grands enjeux. Donc la place de l'open. Donc ce que disait à l'instant Célia, c'est qu'il y a dans le spatial une place liée à la recherche qui est encore très importante parce que c'est un domaine particulièrement complexe et qui demande donc une expertise qui est souvent détenue par la recherche et donc qui impose des collaborations entre des chercheurs de différents pays. Il y a des enjeux de pérennité, de transparence qui sont cruciaux. C'est-à-dire que quand vous pensez au lancement d'une fusée ou d'une sonde vers Mars, finalement, vous ne raisonnez pas à 5 ans, 10 ans, non, vous raisonnez à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et les projets dans le domaine du spatial sont vraiment plus tournés vers Mars que vers la Lune maintenant. Donc, c'est ce qui est hyper intéressant d'ailleurs quand on travaille avec des acteurs qui sont dans le domaine du spatial, c'est que l'innovation telle qu'ils se la présentent pour eux est vraiment une innovation qui dépasse notre zone de confort habituelle. L'un des projets, peut-être juste rajouter qu'il y a dans le spatial aussi une difficulté qui est intéressante, parce qu'on la retrouve moins dans les autres écosystèmes, dans les autres secteurs, qui est celle de ce qu'on appelle les biens double usage. Alors je ne sais pas si ça vous est c'est quelque chose qui vous est commun, mais l'idée c'est que le logiciel qui permet de contrôler une fusée est assez similaire au logiciel qui permet de contrôler un missile.
Donc finalement, c'est assez facile de détourner l'utilisation d'un logiciel de ce type-là pour en faire une arme de guerre. Et de ce fait, une grande partie des technologies qui sont produites dans le domaine du spatial sont des technologies qui sont des biens double usage, donc des biens soumis notamment à tout ce qui est contrôle-export. Donc ça, c'est contrôle-export sans rentrer dans la finesse de cette régulation. Ça impose, lorsque vous partagez des connaissances à un ensemble d'acteurs, d'avoir une autorisation de votre ministère. Procédure qui est assez lourde, mais qui est nécessaire et qui est obligatoire, avec des sanctions qui sont plutôt importantes, et qui, quand on veut faire travailler des gens ensemble, peut être assez complexe. C'est-à-dire que le projet juste en dessous, Open Space Makers, son objectif, c'est de permettre à n'importe qui de travailler, de contribuer à un projet dans le domaine du spatial. Faire en sorte que n'importe quelle personne, qu'elle soit étudiante, qu'elle soit en vie active, qu'elle est amateur dans le domaine du spatial, puisse contribuer au plan même au logiciel qui permet de piloter une fusée. Donc c'est rendre accessible, vulgariser l'accès au spatial. C'est vraiment l'enjeu d'Open Space Makers. Et donc on se rend compte que lorsqu'on travaille sur la manière dont des acteurs dans ce domaine peuvent collaborer, qu'il faut intégrer des spécificités liées au spatial qui sont complexes, au moins contradictoires à la base, et donc complexes à mettre en œuvre. Et donc on a des inspirations dans ce domaine qui sont assez intéressantes et proches de ce qu'on peut avoir dans le domaine de l'open source et des communs. Et peut-être une dernière remarque liée au domaine du spatial. Tout à l'heure, je parlais d'écosystème, je parlais de secteur. Lorsque vous... je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes proche des sujets de la propriété intellectuelle, dans quelle mesure la propriété intellectuelle est un sujet qui vous parle. Mais la propriété intellectuelle, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vision de notre monde, et on se dit, finalement, pour tout ce qui est numérique, il est nécessaire de créer une propriété qui est une propriété intellectuelle, entendre une propriété immatérielle. Et c'est grâce à cette propriété intellectuelle qu'on a créée par la loi, parce qu'elle n'existait pas sans la loi, que des gens vont être incités à créer, vont être incités à collaborer. Donc la logique de je finance l'investissement par des brevets, en tout cas par les logiques de brevets ou de droits d'auteur, qui est sous-jacente à la propriété intellectuelle, c'est une vision du monde. Et cette vision du monde, finalement, dans le domaine du spatial, on peut la questionner en se disant est-ce que la propriété intellectuelle elle est justifiée pour permettre aux acteurs du spatial de collaborer ou d'innover ensemble? Ou est-ce qu'il faut la remettre en cause? Si oui, comment? Donc on peut se poser cette question dans le domaine du spatial parce que finalement c'est un microsystème. Dans le spatial, on a des États, on a des entreprises, des petites, des grosses, des individus, des chercheurs. En fait, on a tous les acteurs qui ensemble essayent de penser différemment aujourd'hui l'innovation. Et donc ce qu'on est en train de penser dans le domaine du spatial, c'est des choses qui plus tard pourront être transposées dans d'autres domaines. Donc c'est l'un des intérêts d'ailleurs de l'approche qu'on vous présente, en tout cas pour nous, c'est de se dire que toutes ces réflexions qu'on voit dans le spatial, c'est des choses qui sont inspirantes pour d'autres domaines au-delà du spatial. N'hésite pas à compléter si je dis des bêtises. Hop. Qu'on appelle quand on donne toutes les infos. Hop. Alors sur la question de l'open source, ce qu'on a constaté, et donc on a travaillé avec... en fait, sur tout ce qui était logique open source dans le domaine du spatial avec le CNES, notamment sur tout ce qui était compréhension de en fait, pourquoi les logiciels au sein d'une agence spatiale avaient intérêt à être diffusés en open source. Donc comprendre des bénéfices ou de la valeur que le modèle de l'open source pouvait représenter pour un acteur tel que le CNES, donc une agence spatiale française. On a collaboré, on a une autre mission, en tout cas une mission en cours d'ailleurs avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui réfléchit de la même façon sur dans quelle mesure l'open source peut présenter un intérêt pour les acteurs de tout ce qui est communication satellitaire, donc de tous les acteurs dans le domaine du spatial qui sont sur les enjeux de communication entre les satellites et la Terre. Et c'est des sujets aussi qui sont portés par une association une association grecque qui s'appelle Libre Space Foundation, qui vise à militer et à produire un certain nombre d'outils complètement ouverts, et notamment logiciels. Donc on s'est rendu compte que dans ces secteurs, il y avait une myriade d'acteurs, des agences spatiales, des acteurs industriels, des acteurs de la recherche académique et beaucoup d'acteurs communautaires qui de plus en plus en fait, se mettaient à converger en matière de modèles de diffusion et de modèles ouverts. Et la raison pour laquelle ils le faisaient, c'est qu'ils se rendaient compte que finalement, auparavant, le domaine du spatial, c'était réservé à quelques gros industriels. Donc finalement, les gros industriels, deux choses. La première, ils avaient tendance à réinventer la roue, parce qu'ils fonctionnaient entre eux et que finalement, il n'y avait pas vraiment de nécessité à regarder ce qui se passait dans d'autres domaines, d'autres secteurs. Et donc, je parlais des communications satellitaires. Mais finalement, tous les logiciels qui étaient utilisés pour permettre la communication entre la Terre et les satellites, c'est des logiciels très spécifiques. Les technos qui étaient nécessaires à maîtriser n'étaient pas forcément tout le temps très différentes de celles qui étaient utilisées pour la communication terrestre. Néanmoins, c'était complètement réinventé. Parce que c'était, en fait, il fonctionnait de manière suffisamment autonome pour ne pas se poser la question de l'intérêt de converger avec d'autres acteurs.
Et ça, d'autant plus qu'il y avait une forte tendance, en tout cas, il y avait une forte présence du hardware. C'est-à-dire que souvent, c'était le matériel qui permettait la communication, c'était le hardware, la machine, qui permettait la communication. Et ça aussi, c'est remis en cause. C'est-à-dire que de plus en plus dans le spatial, comme dans le terrestre, hein, et dans le télécom, dans les télécoms, pour ceux qui sont sous ces domaines-là, de plus en plus, le hardware se retrouve virtualisé. Donc de plus en plus, les différents types de hardware qu'on pourrait utiliser pour communiquer dans différents contextes va être virtualisé par du logiciel. Et donc par le logiciel, finalement, on a un seul logiciel qui permet de virtualiser un nombre de hardware assez important. Et donc on se retrouve à mettre du logiciel de partout. Et au plus on met de logiciel, au plus on a une tendance à mutualiser, en tout cas à converger avec d'autres acteurs. Et l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, de plus en plus dans le domaine des communications satellitaires, on se met à utiliser les mêmes technos que les communications terrestres, c'est parce que quasiment tout est virtualisé. Les seules différences qu'il y avait auparavant d'un point de vue hard se retrouvent virtuelles de toute façon et donc peuvent facilement être codées dans un logiciel. Et de ce fait, les logiques d'open source sont d'autant plus pertinentes. Je passe. Ouais, et là, c'est juste un exemple, une petite blague d'un projet sur GitHub. Il y a eu des badges pour des projets open source en lien avec le projet Mars 2020 Helicopter. Et donc, il y a le responsable du projet Curl qui a reçu des badges et qui a fait dans un billet de blog qu'on vous a mis ce petit dessin en montrant ce petit graphique en montrant comment actuellement des composantes open source étaient aussi envoyées vers Mars. Voilà, c'était pour dire qu'il y a vraiment une diffusion des composantes de base open source aussi dans tous les projets spatiaux et notamment, on va dire, pour la conquête de Mars. Alors sur le hardware, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais là pour revenir sur d'autres exemples que les communications satellitaires et le hardware qui permettaient l'interconnexion entre différentes interfaces physiques, ce qu'on voit de plus en plus, je ne sais pas si vous connaissez les CubeSats, donc c'est des tout petits satellites. Je vous le disais tout à l'heure, on est passé d'énormes machines en fait à des micro-satellites qui sont maintenant de plus en plus, en tout cas qui pour certaines versions sont complètement open source hardware, c'est-à-dire que tous les plans, vous me dites hein, s'il y a des notions qui ne vous sont pas familières, l'idée de l'open source hardware, c'est finalement de reproduire dans le monde du matériel une logique de collaboration et d'échange, de partage qu'on connaît dans le monde du logiciel, l'open source. Donc l'open source hardware, c'est une licence qui est utilisée pour partager tous les droits relatifs aux dessins et modèles et aux brevets, en tout cas tous les droits de propriété intellectuelle qui touchent aux machines, au hardware, au matériel. Et ces logiques d'open source hardware, on les retrouve de partout. Micro aparté, le CERN, donc énergie atomique, est l'un des acteurs qui est le plus engagé sur ces logiques d'open source hardware. La licence aujourd'hui la plus utilisée au monde dans l'open source hardware, c'est l'Open Hardware License qui a été développée par le CERN, qui a été écrite par le CERN. Donc tout ça pour vous dire que il y a un nombre croissant de projets open source hardware qui existent aujourd'hui, qui sont pour certains lancés déjà dans l'espace. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à regarder notamment les projets que la LibreSpace Foundation partage, ainsi que tous les projets qui sont maintenus et qui se développent au sein d'Open Space Makers. Open Space Makers, c'est une association qui a été initiée, donc j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement, par le CNES, dans cette idée vraiment de donner un environnement à la communauté des makers dans le domaine du spatial pour qu'ils puissent produire des projets qui sont destinés à aller dans l'espace. Donc ce qu'on disait aussi sur les dimensions très tangibles, tu me dis, hein, sur la répartition, je ne suis plus trop... c'est toute la dimension aussi, cette communication, qui elle-même se retrouve de plus en plus aussi à converger, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de standards dans la manière dont on peut communiquer entre le hardware relatif à chacun des satellites. Et il y a aussi des limitations réglementaires dans le domaine du spatial qui sont intéressantes et qui sont levées dans des contextes comme Open Space Makers, justement parce que pour des projets de cette envergure, finalement, on ne peut pas s'empêcher, on doit nécessairement s'appuyer sur des structures qui ont les moyens et l'infrastructure nécessaires pour pouvoir ne serait-ce qu'envoyer un satellite dans l'espace. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'était facile, tout est relatif, hein, mais
pour des personnes passionnées qui prenaient le temps et qui avaient l'expertise, c'était possible de créer des microsatellites, donc des tout petits satellites. En revanche, les envoyer dans l'espace, ça dépend des créneaux, ça dépend de l'infrastructure qui est mise à disposition, en l'occurrence par des agences ou par des acteurs privés. Et le fait que Open Space Maker soit soutenu par des agences spatiales comme le CNES, collabore avec des acteurs industriels comme Ariane Group, par exemple, c'est aussi ce mélange de genres, en fait, cette diversité d'acteurs qui permet de couvrir tous les besoins qui sont nécessaires au projet. Après, une autre partie qui est importante, on le disait tout à l'heure, outre la miniaturisation et la capacité qu'il y a de plus en plus de satellites envoyés par cette miniaturisation, il y a la place prise par les données et l'importance aussi de services qui se développent sur les données. Et ça, c'est lié aussi à un cadre d'ouverture et de partage des données. Donc aussi quand on regarde tout le domaine scientifique et de recherche autour du spatial, alors qui n'est pas seulement on va dire des données du spatial, d'observation de la Terre, il y a aussi des données de la Terre, mais qui vont permettre d'avoir plein d'applications dans le champ, par exemple, de l'agriculture, du suivi des catastrophes naturelles, aussi du suivi des océans, etc. Et tout ça, c'est lié à un nombre inimaginable de données qui sont mises à disposition et que les chercheurs ou d'autres acteurs vont utiliser, vont analyser. Et ça, il y a tout un cadre qui s'est mis en place, notamment autour de l'ouverture des données publiques. Donc on parle d'open data, c'est une ouverture des données avec des licences spécifiques, donc par exemple la licence ODBL ou la licence ouverte 2.0. Et ça, on est aussi dans le domaine de la recherche. Certaines données, les données de recherche sont par défaut considérées comme des données publiques. Après, il y a des cadres parfois de restriction, mais on est vraiment dans ce cadre qui est favorable à l'ouverture des données et qui est aujourd'hui réglementé au départ dans tout ce qui est domaine du spatial, de l'environnement, par une directive qui s'appelait la directive INSPIRE, pour finalement faciliter le partage des données, aider la mise en place d'infrastructures et d'une structuration des données et de leur circulation et de leur partage. En France, il y a une loi qui s'appelle la loi pour une république numérique qui finalement promeut l'ouverture par défaut. Et puis également, il y a la directive Open Data qui est importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réflexion sur ce qu'on appelle les données à forte valeur ajoutée. C'est des données qui ne sont pas publiques, qui peuvent être aussi détenues par des acteurs privés, mais qui, de par leurs caractéristiques, sont importantes pour créer par exemple une économie, un marché ou d'autres raisons. Donc elles sont nommées à forte valeur ajoutée et il y a un ensemble maintenant de règles qui sont en réflexion pour pouvoir ouvrir ces données à forte valeur ajoutée et les données météorologiques environnementales font partie de ces données à forte valeur ajoutée, donc vers une ouverture et un partage. Le principe de l'open data, notamment de la loi pour une république numérique, vous le connaissiez ou pas ? En France, donc depuis 2016, parce que la loi date de 2016, l'application c'est 2018, 1er octobre, je crois, ou le 8, bon, peu importe. Ah si, c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Bon. Cette loi induit que tout ce qui est produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public, donc par un acteur privé ou public, doit être en open data. Tout document produit et reçu dans le cadre d'une mission de service public doit être en open data. La notion de document est super large. Une donnée, ça va être considéré, ou un ensemble de données, une base de données va être considérée comme un document. Un logiciel est considéré comme un document. Quand je vous le dis comme ça, c'est-à-dire que n'importe quel logiciel que vous produisez lorsque vous êtes dans un centre de recherche, le centre de recherche c'est un établissement qui a une mission de service public, qui est de faire la recherche, ce que vous produisez doit être ouvert. Si c'est des données, pareil. On ne va pas rentrer dans trop de profondeur sur ce sujet qui a une importance assez importante pour toute l'économie et la manière dont la recherche s'est traduite par la recherche, mais c'est en revanche un phénomène qui est assez récent et qui a des conséquences énormes sur la manière dont on va retrouver beaucoup plus de données accessibles et tout l'usage qui peut en être fait.
je ne sais plus si on en parle après, mais un exemple d'un acteur qui est très transformé aussi par ce courant de l'open data, c'est Météo France. Ça, c'est lié à l'observation de la Terre. Auparavant, Météo France, vous aviez une valorisation des données commerciales de Météo France. Demain, tout va être complètement open data. N'importe qui pourra utiliser les données de Météo France pour produire des services à valeur ajoutée. Donc, ça induit que Météo France se réinvente nécessairement, mais ça veut dire aussi qu'il y aura des opportunités nouvelles pour les acteurs qui se positionnent sur ces sujets. Et c'est d'autant plus important de le faire que si les acteurs français ne le font pas, d'autres le feront à l'étranger. C'est l'avantage du numérique, hein, vous pouvez prendre les données de n'importe où. Et là, on aura juste ouvert les portes sans même anticiper l'utilisation qui en serait faite, ce qui est bien dommageable. Et c'est pour ça qu'un grand enjeu avec cette ouverture des données, c'est de penser maintenant les modes de valorisation et des données sur cette base d'ouverture et de partage. Et là, on change un peu la donne, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acteurs qui vont être impliqués dans ces mécanismes, à la fois des acteurs politiques qui poussent pour l'open data, mais aussi des grandes entreprises. Et on sait bien comment finalement des grandes entreprises ont aussi des capacités d'analyse beaucoup plus poussées que d'autres acteurs, donc qui nécessitent aussi des régulations. Et puis, il y a aussi des nouveaux entrants qui se positionnent sur des sujets de niche pour pouvoir finalement créer des services sur un certain pool de données. Et ça, donc, c'est des startups, mais également des entreprises open source qui se positionnent sur ces ensembles de jeux de données pour pouvoir les analyser, ce qui nécessite aussi être à la fois d'être dans ce contexte de l'ouverture, mais également d'une volonté commune de pouvoir travailler ensemble sur ces données, ce qui nécessite une structuration, une standardisation des données, un accès facilité à ces données par l'ensemble des acteurs concernés. Également de penser pour des grands acteurs qui mettent à disposition des données, on va dire quels sont les utilisateurs finaux de ces données-là et faciliter leur accès au lieu de mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est vraiment une autre dynamique de valorisation qui est plus pensée en écosystème et dont toutes les briques open source, par exemple, y participent également. Alors, un autre sujet qui est important autour de cette ouverture des données, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est de l'ordre des projets de recherche. Et il y a un grand projet européen qui s'appelle le programme Copernicus, qui a pour but, donc un projet européen avec différentes agences spatiales, mais aussi météorologiques qui participent, de mettre à disposition des données d'observation de la Terre, donc des données satellitaires avec des satellites qui ont été lancés, qui s'appellent les satellites Sentinelle, mais aussi des données d'observation sur Terre par des capteurs. Et toutes ces données-là sont mises à disposition dans cette logique d'ouverture de données publiques. Ces données sont mises à disposition gratuitement à tout acteur européen. Et donc il y a vraiment cette culture du partage qui est aussi dans la recherche à la base, qui est présent dans le but de mettre à disposition des données pour faciliter la création de services. Et ce programme Copernicus, aussi ce qui est intéressant dans la façon dont il se projette, c'est mettre à disposition des données pour les citoyens européens, pour des enjeux aussi qui sont des enjeux, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, de catastrophes naturelles. Comment est-ce qu'on peut, grâce à ces données, prévenir ou anticiper cela. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, c'est toujours le côté un peu plus négatif ou de vigilance, c'est se dire que comment est-ce qu'on crée un équilibre entre les différentes parties prenantes pour qu'un acteur qui a plus de puissance d'analyse ne va pas tout utiliser de façon un peu, on va dire, déloyale. Donc il y a des questions d'équilibre privé-public à trouver, mais également de l'ensemble des enjeux de propriété intellectuelle. Et Benjamin en parlait, autour des licences qui sont associées aux données, au cadre de collaboration. Et c'est également des enjeux technologiques très importants, parce qu'il faut imaginer que le programme Copernicus, c'est 12 terabits de données chaque jour qui sont produits. Donc ça nécessite aussi de penser la façon dont on les met à disposition. Donc il y a des hubs, et ce qu'on appelle des DIAS pour Data and Information Access Service, qui sont prévus et qui posent vraiment des enjeux techno de mise à disposition de ces données massives et en flux
de questionnements sur les API aussi qui sont développés, leur mise à jour. Donc voilà, c'est aussi d'un point de vue technologique, c'est des éléments clés et où l'open source a un rôle clé aussi là-dessus. Et des programmes comme Copernicus, ce qui est aussi intéressant à constater, c'est que tout à l'heure, vous parlez des anciens acteurs, des nouveaux. Auparavant, c'était très orienté. On collecte toutes les données d'observation de la Terre, et puis vous avez quelques agences, une agence presque par type de données ou par territoire, qui en feront l'exploitation. Là, de plus en plus, ils réfléchissent à la manière dont ces données-là vont facilement être visualisables et exploitables par les utilisateurs finaux. Donc on est passé au stade d'après, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste de la donnée brute. Quand on parle de photos satellites, c'est pas une vraie photo satellite, hein, c'est quelque chose qu'il va falloir interpréter, qui coûte très cher à interpréter. Et donc il y a un traitement qui est nécessaire avant de pouvoir partager la donnée, qui coûte relativement cher et qui est aujourd'hui de plus en plus réalisé en amont, de telle sorte que ce soit facile à exploiter. Alors Open Planet Facts, c'est un projet qui a été initié aussi par le CNES et avec maintenant d'autres acteurs, mais qui est assez intéressant justement dans cette idée d'aller plus loin encore par l'ouverture des données, qui vise à sensibiliser en fait les acteurs à l'impact de leur comportement à différentes échelles, à l'échelle individuelle, à l'échelle de la ville, à l'échelle du département, de la région, en se disant qu'en combinant toutes les données d'observation de la Terre avec des données in situ, donc des données qui sont collectées par des acteurs du terrain, du type notamment des contributeurs d'OpenStreetMap, et d'autres communautés, il y en a d'autres. En agrégeant toutes ces données, on peut produire finalement des éléments de mesure de l'incidence de l'activité de chaque acteur, non pas pour l'incriminer, en disant finalement vous avez fait ça, vous polluez la planète, non, mais pour qu'ils comprennent précisément quelle est l'incidence de chaque comportement. Et là donc c'est un projet qui a été initié il y a quelques temps, une année je pense, peut-être un peu plus maintenant, qui commence à sortir doucement, et notamment là il travaille sur l'incidence des comportements sur tout ce qui est biodiversité. En fait, dans quelle mesure le comportement qu'on peut avoir adopté va avoir une incidence sur la biodiversité à différentes échelles. C'était l'atelier Open Planet Fact qui était organisé à Rennes, et il continue comme ça en réunissant le maximum d'acteurs publics et privés autour de ce sujet-là. Et on voit vraiment aussi le côté écosystème, c'est-à-dire autour de données, de voir différents acteurs qui s'impliquent et qui ont peut-être des regards différents aussi sur ces données-là. Et donc c'est croiser les regards et coproduire des savoirs sur ces données dans cet écosystème-là. Et un point aussi qui est intéressant, je pense, à garder en tête, c'est que pour des données d'une telle ampleur, d'un tel volume, pour les calculs qui sont réalisés sur ces données-là, il faut des infrastructures. Donc on revient quand même au tangible à chaque fois, relativement importante. Et c'est pas forcément simple pour des acteurs privés ou des acteurs publics de le faire, surtout seuls. On a des acteurs en France qui étaient pionniers il y a 20 ans. À 20 ans, on avait les meilleurs data centers du monde. C'est les mêmes aujourd'hui, donc forcément, ils sont plus les meilleurs. Et donc de rester comme ça, les meilleurs, je dirais, en tout cas de faire en sorte que l'infrastructure technique suive les besoins, notamment liés à l'évolution numérique, c'est particulièrement complexe. Et donc ça nécessite que les acteurs travaillent ensemble. Parce que s'ils ne le font pas, à l'inverse, vous avez quand même on parlait des GAFAM tout à l'heure, vous avez des sociétés privées qui sont capables d'aller démarcher tous les acteurs publics en leur disant « nous, gratuitement, on veut bien héberger vos données ». Il n'y a aucun problème, ils le font. Ils le font parce que plus tard, ils savent que finalement, tout convergera vers eux et qu'ils en tireront un bénéfice à moyen ou à long terme. Alors sur la partie plus open science, c'est-à-dire quand on parle de space science, on parle souvent de la partie plus en amont, des développements des activités spatiales. Et actuellement, il y a un terme clé dans le monde plus académique qu'on appelle l'open science ou la science ouverte. Et la science ouverte, c'est plusieurs facettes. Une première partie, c'est ce qu'on appelait, et c'est ce qu'on appelle toujours l'open access, le libre accès aux publications scientifiques. Il faut savoir qu'actuellement, même si ça change et ça évolue, souvent accéder à des publications scientifiques, ça représente un coût, c'est payant pour tout citoyen. Donc il y a un mouvement qui s'est mis en place depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années je dirais même, pour l'ouverture des publications scientifiques, notamment pour des recherches qui sont payées par le contribuable, puisqu'elles sont payées par la recherche publique. Donc ça, c'est une facette. Il y a tout ce dont on a parlé sur l'ouverture des données aussi, sachant que les données de la recherche sont considérées comme un document public. Mais il y a aussi d'autres enjeux. Par exemple, dans la recherche, on travaille beaucoup avec des données, de l'analyse de données, de la modélisation,
qui nécessite à la fois de la puissance de calcul énorme, mais aussi un ensemble de programmation qu'on va faire sur ces données, donc avec des langages de programmation tels que Python et autres. Et ça, tout cela, c'est open source, mais ce n'est pas le cas pour tout. Donc il y a aussi une dynamique en lien avec la science ouverte de mettre à disposition le code source qui sert aux analyses aussi pour des enjeux de qualité de la recherche, de reproductibilité. C'est-à-dire qu'on peut savoir, en ayant les données et les protocoles et les algos, comment les calculs se sont faits et vérifier le travail d'autres chercheurs. L'open science aussi, il y a une partie importante, c'est tout ce qui est c'est les ressources éducatives qui doivent être aussi ouvertes pour pouvoir mieux transmettre le savoir, et toute la partie également de ce qu'on appelle de sciences citoyennes, c'est-à-dire la participation d'un public plus large aux travaux de recherche académique. Donc vous voyez, la science ouverte, c'est très très varié, et on va détailler quelques facettes. Après une présentation finalement de l'approche plus institutionnelle de la science ouverte. Aujourd'hui, d'une façon politique, il y a eu un investissement fort d'acteurs politiques, notamment là on va se centrer plus sur les acteurs européens, pour ouvrir la recherche, ouvrir la science. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, quand on travaille dans le milieu académique, il y a de plus en plus de règles, notamment inscrites dans la loi, pour faciliter l'ouverture. Par exemple, l'ouverture des publications scientifiques ou des données. C'est aussi un enjeu pour les agences de financement, parce que quand les données ne sont pas partagées, ça représente un gâchis énorme, alors que si ces données qui sont si chères à produire étaient partagées, d'autres chercheurs pourraient les réutiliser. Et donc ça limiterait finalement des petits projets faits chacun dans son coin. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est une approche, on va dire, plus institutionnelle, pour que la recherche aussi facilite l'innovation avec différents acteurs qui peuvent y participer. Donc aujourd'hui, quand on pense à la science ouverte, ça va être à la fois des principes. Par exemple, on parle beaucoup de tout ce qui est principe FAIR pour des données qui sont trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et ça, c'est des principes qu'on essaye d'atteindre dans la recherche académique. Et c'est aussi toute une éducation, une formation à une culture plus computationnelle à la recherche. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve actuellement dans la recherche académique, et puis impacte bien sûr les pratiques des chercheurs dans le domaine de l'aérospatiale, aussi bien en recherche plus fondamentale qu'en ingénierie, par exemple. Et donc tous les chercheurs actuellement ont un peu ces pratiques à mettre en œuvre, parce que parfois la recherche n'est pas si partagée que ça. Alors très, très rapidement, je pense que j'allais dire que tout le monde connaît, je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, mais SETI-Home, c'est un projet qui berçait mon enfance. En tout cas, c'est pas tout récent, mais c'est un premier exemple d'un projet justement qui a abordé cette dimension collaborative dans le domaine du spatial, parce que les gens étaient contents de collaborer pour apporter de la recherche dans le domaine du spatial. Galaxy Zoo, alors je ne connais pas moi directement. Alors Galaxy Zoo, c'est toutes les dynamiques de sciences participatives. C'est des plateformes qui sont mises en ligne où il va y avoir, par exemple, une recherche de galaxies. Donc là, c'est tout ce qui est gamification. Donc ça va être c'est un jeu sérieux où tout un chacun va pouvoir faire de l'exploration, essayer de trouver des galaxies, parce qu'il faut comprendre que le cerveau humain est toujours plus fort ou plus rapide que des milliers de machines ensemble, et ça coûte moins cher que de mettre de la puissance de calcul pour faire ces observations-là et trouver donc toutes ces galaxies-là. Donc on demande à tout un chacun, avec ce petit jeu finalement avec une dimension ludique, d'aider les chercheurs à trouver des galaxies ou les caractéristiques, etc. Donc ça, c'est une dimension, on va dire, participation du public, avec un côté souvent pop science que génère aussi l'espace, où on apprend à l'idéal pas l'idéal de l'espace, mais le rêve de l'espace. Et donc, c'est des projets qui fonctionnent très bien, où tout citoyen peut y participer. Mais là, le point intéressant, c'est de voir qu'il y a une dimension participative, mais c'est plus le citoyen comme puissance un peu de calcul,
Alors que de plus en plus, c'est ce qu'on vous a montré avant, on va être dans des projets où des communautés vont participer activement à l'ensemble du projet et vont être acteurs et parties prenantes des projets et de la production des savoirs, et souvent dès le départ. Et c'est là où on va arriver à la notion aussi de commun. Désolé, j'ai une zapette un peu sensible. Donc oui, la logique de commun, c'est un sujet qui maintenant doit vous être familier si vous avez assisté ne serait-ce qu'à l'introduction de Beboost ce matin et quelques-unes des autres conférences qui ont été menées. La logique des communs, c'est de dire finalement, un peu entre la ressource publique et la ressource privée, le domaine public et la propriété privée, il y a des ressources qui peuvent être partagées par une communauté et maintenues de telle sorte que cette communauté puisse l'utiliser tout sans atteindre la ressource. C'est pas très clair ce que je dis. C'est des ressources qui sont co-gouvernées par une communauté qui elle-même définit les règles de sa gouvernance, de telle sorte à pérenniser l'ensemble de ces ressources. L'exemple des communs, c'était les prés, c'était les rivières, c'était l'ensemble de biens naturels à la base qui étaient pris en charge entre guillemets par une communauté d'acteurs qui les maintenait, qui assuraient leur pérennité. Dans le domaine du numérique, ça se développe de plus en plus. Pour la simple et bonne raison que le numérique, c'est des ressources qu'on va créer, on n'est plus dans des ressources naturelles, mais en revanche, les ressources qu'on crée, elles ont l'avantage d'être immatérielles, et donc, contrairement au monde physique, si vous êtes plusieurs à utiliser la même ressource numérique en même temps, finalement, ce n'est pas un problème. Tout au contraire, ça peut créer de la valeur sur la base de la ressource. Donc, d'un point de vue économique, on parle de non-exclusivité, de non-rivalité des ressources numériques. Non-exclusif, non-rival, ça veut dire que vous pouvez être plusieurs à l'utiliser en même temps, et l'utilisation par l'un ne réduit pas l'utilisation par l'autre. Donc, le numérique a cette force de permettre à une communauté qui produit des ressources de tous l'utiliser en même temps. Et donc, on a un levier, une logique de mutualisation qui est beaucoup plus fort. Et donc, dans les communs, dans cette logique de commun et de commun numérique, on retrouve de plus en plus de communautés qui viennent produire des ressources qui sont donc numériques, pour lesquelles elles établissent des règles de gouvernance au sein de la communauté et pour la diffusion de la ressource, qui permet une plus grande dissémination des ressources et un maintien aussi dans la durée. Là, on vous parle plus de ressources numériques dans tous les projets. C'est vrai, si vous venez à la soirée un peu de ce soir, aussi à l'idée avec l'espace, qu'on a aussi un espace partagé, réel, et qu'il devrait aussi être géré comme une terre en commun. Donc ça, c'est un autre aspect, mais qu'on va moins aborder dans cette présentation. Nous, on va être plus sur les communs numériques, les données, les logiciels générés autour du spatial. Oui, c'est à peu près les mêmes idées qu'on retrouve dans le numérique et dans le monde physique, mais c'est vrai que pour les ressources naturelles, il y a quand même des spécificités. On pourra en parler rapidement ce soir. Donc, quand on vous parle de commun, ce que vous retrouvez, c'est ça. C'est une communauté, un ensemble d'acteurs de différents types, des acteurs publics, des acteurs privés, des individus, des organisations, des partenaires, des clients, des fournisseurs. En fait, une diversité d'acteurs qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler ensemble, qui composent une communauté, des ressources qui sont produites par cette diversité d'acteurs, parce qu'ils ont des intérêts convergents, pas sur tout, mais au moins sur partie. C'est des ressources qui peuvent être des données, des logiciels, des spécifications, de la documentation. Il y a différents types de ressources qui vont être produites. Et des règles de gouvernance. Ça va être la licence qui est associée à la ressource, ça va être les règles de collaboration. Quand vous voulez contribuer, quels sont les régimes, quel est le régime de contribution auquel vous êtes soumis. Donc c'est cet ensemble avec communauté, ressources et règles de gouvernance de la ressource et de la communauté qui compose ce qu'on appelle cette logique de commun. Je ne rentre pas trop sur le détail, le temps file, mais on en trouve un intérêt. En fait, l'intérêt des communs se retrouve à la fois à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'organisation, à l'échelle de l'écosystème. Donc on a différentes manières d'arriver à cette logique de commun. Ce qui est intéressant peut-être d'ailleurs sur le sujet, c'est que de plus en plus d'acteurs privés aujourd'hui, acteurs publics pardon, aujourd'hui voient dans les communs aussi la meilleure manière d'introduire de l'intérêt général. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de sociétés qui coproduisent ensemble des ressources numériques. On parlera de commun, mais finalement, ce qu'elles coproduisent, elles le font pour leur intérêt propre et intérêt collectif, qui n'est pas forcément celui de l'intérêt général. Donc le fait que des collectivités, le fait que des agences interviennent aussi dans des communautés open source, open data, open source hardware, peu importe, le fait que ces acteurs publics interviennent, ça permet aussi de distiller un intérêt général, ça permet de s'assurer que l'intérêt de la société dans son ensemble est maintenu au-delà de l'intérêt de cet ensemble d'acteurs. Exemple très concret, lorsque vous avez les industriels en Chine qui travaillent sur le projet Apollo, voiture autonome, donc un super projet, complètement ouvert, l'intérêt collectif du projet Apollo, finalement, ce n'est pas certain qu'il soit très proche de l'intérêt général. Et pour autant, quand vous avez une voiture qui doit décider si elle doit plutôt écraser la grand-mère à droite ou la petite fille à gauche,
c'est l'inverse, droite, gauche, bon, peu importe. Quand vous avez cette décision qui doit être prise, on voit bien que les calculs ne sont pas les mêmes selon qu'on pense en termes d'intérêt général ou d'intérêt collectif. Et donc, c'est un exemple volontairement extrême, c'est peut-être pas le meilleur, mais tout ça pour dire que même dans le champ du numérique, il y a un intérêt réel à ce que les acteurs publics soient présents. Vous retrouverez ces ressources, là c'était une illustration qui avait été produite dans le cadre de Numérique en commun l'an dernier, que vous retrouvez sur Internet, donc la communauté et sa dynamique de contribution. L'idée c'était d'expliciter justement, et notamment par la visualisation, ces logiques de commun et de commun numérique. L'exemple d'Open Space Maker, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est vraiment, je pense, un succès dans la croissance qu'a connue cette initiative depuis son lancement. Je pense que c'est vraiment un prototype dans le sens où ils ont montré que c'était possible pour une communauté de produire des nouveaux projets et d'apporter de la richesse à des acteurs traditionnels qui avaient dans le spatial tendance à bosser dans des logiques complètement différentes. Le point négatif et le défi finalement, c'est parce qu'ils sont précurseurs, finalement c'est beaucoup plus dur pour eux. Ils ont plein de difficultés qu'il leur faut lever au fur et à mesure. L'avantage c'est qu'ils sont soutenus pour ça par des institutions publiques. Et donc ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver, de définir le rôle entre à la fois ce que les individus apportent et prennent, ce que les sociétés peuvent elles-mêmes vouloir lorsqu'elles interviennent dans ce contexte-là, et le rôle même de l'association. Je ne rentre pas trop sur les licences et les documents contractuels, j'en ai parlé tout à l'heure et le temps file. Donc je poursuis, ça fait partie des choses sur lesquelles on a déjà pas mal échangé. Je laisse poursuivre. Oui, un dernier acte clé dans ces communs, c'est aussi penser aux infrastructures. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre des règles de gouvernance entre différents acteurs, mais ces acteurs soient aussi conscients de l'importance de construire des infrastructures pour, par exemple, des ressources, les données, etc. Et que ces infrastructures soient interopérables, ouvertes, mais aussi soutenables. Et de ne pas oublier, finalement, les coûts aussi nécessaires de ces infrastructures, au personnel nécessaire aussi pour les maintenir. Et donc, de plus en plus, on voit dans ces communs de prendre soin des communautés, mais aussi de l'ensemble des structures, des infrastructures qui permet à ces communautés d'échanger ces données, etc. Donc c'est cette importance-là qui est de plus en plus mise en avant, et aussi dans toute la partie recherche, où on aborde les questions de soutenabilité, de gouvernance, et qu'est-ce qui fait qu'on va mettre des composantes qui sont ouvertes au niveau du logiciel, des données, d'autres règles de la propriété intellectuelle. Donc on couvre un large spectre, on va dire, des ressources, des règles du jeu, jusqu'aux communautés et la façon dont elles échangent ensemble. Et donc pour la conclusion, on s'est basé sur nos expériences de cas d'études bien précis sur le spatial, mais ce soir il y a une conférence qui va être sur ces sujets-là, donc sur l'espace considéré comme un bien commun. Et donc il y aura aussi des spécialistes, notamment de la NASA, qui parlera de l'utilisation, de la réutilisation des données biologiques, mais également une présentation de Open Space Maker et du CNES, qui sera présent. Et nous, on reviendra un peu sur les éléments clés qu'on vous a présentés, un peu sur la science ouverte. Voilà, et ses origines, ses évolutions, et on va dire ses futurs possibles. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il est presque 16h, mais si vous avez des questions, on sera ravis de pouvoir y répondre. Merci. Y a-t-il des questions ? Peut-être des retours d'expérience. Pourquoi vous êtes venu à cette conférence ? Qu'est-ce qui vous intéressait aussi ? Quel axe ? Est-ce que vous avez eu des réponses à vos questions ? Il y a quand même une certaine concurrence encore dans le niveau spatial mondial, et je me demandais si on arrive à avoir cette ouverture quand même beaucoup au-delà de l'Europe, ou si ça reste quand même très européen, cette ouverture encore aujourd'hui. Alors déjà, un premier point, c'est pour ça que le secteur spatial et aérospatial est passionnant, notamment pour les sociologues. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un milieu où il y a à la fois ce besoin de partager, de travailler ensemble, d'être dans
une coopération, mais également ces frictions liées, par exemple, à tout ce qui est défense, sécurité, qui fait qu'il y a, et également des enjeux économiques forts, qui fait qu'il y a une concurrence. Donc on va dire que ça a toujours été présent, et il y a toujours eu cette dimension à la fois nationale forte et internationale forte. Et pour répondre à votre question, par exemple pour le programme Copernicus, il y a déjà cet accord européen qui est fait, qui nécessite des cadres de négociation d'accords, donc c'est déjà un grand ensemble, mais il y a tout un volet de coopération internationale et d'acteurs qui sont signés avec différents pays. Depuis 2015, si vous allez sur la page de Copernicus, par exemple, on voit des acteurs avec l'Amérique latine, bien sûr les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc. Donc cette dimension internationale est nécessaire, notamment pour toutes les problématiques environnementales, météorologiques, etc., qui nécessitent une connaissance internationale. Donc oui, il y a tout l'enjeu international qui est présent, et ce n'est pas seulement européen. Le MIT est assez bon aussi sur ces sujets. Aux USA, il y a quand même des initiatives assez ouvertes. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi communautaire. C'est-à-dire qu'ils partagent, ils montrent, c'est une tendance, parce que c'est une manière de fonctionner, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de logique communautaire comme ce qu'on peut connaître, notamment avec Open Space Makers, c'est une initiative, c'est exploratoire, hein, c'est l'innovation de rupture, c'est vraiment, on change la manière dont on produit les technologies dans le secteur du spatial. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre remarque que je me faisais, c'est aussi que le marché du spatial évolue par le numérique. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était assez facile. À chaque pays avait certains acteurs qui étaient en charge de certaines fonctions. Et donc celui qui faisait la météo en Angleterre ne le faisait qu'en Angleterre. Aujourd'hui, celui qui est en charge de la météo en Angleterre peut aussi faire la météo pour la France, pour l'Espagne. Et donc même entre agences, alors déjà, les agences elles-mêmes se transforment, mais parfois elles se privatisent un peu, donc ça rajoute de la complexité. Mais même entre agences publiques, il y a une concurrence qui n'est pas une concurrence comme on connaît entre sociétés, mais voilà, qui n'existait pas avant. Et ça, je pense que c'est le numérique aussi qui rend un peu plus flou les frontières qu'il pouvait y avoir auparavant territoriales. Et peut-être pour compléter sur les coopérations internationales, quand on regarde l'ISS, par exemple, donc la station spatiale internationale, voilà, c'est vraiment un exemple aussi de coopération nécessaire internationale, avec des frictions bien sûr, mais un projet à taille internationale. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou rebonds ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Et n'hésitez pas, voilà, je pense qu'on a mis nos contacts quelque part, où on a un stand aussi. Donc si vous souhaitez en petit comité discuter de la présentation d'autres choses, on sera jusqu'à demain ici. Et 2 autres collègues qui ont travaillé, on ne peut pas ne pas les nommer, aussi sur la préparation de cette conférence. Donc Camille Moulin, que vous pouvez retrouver aussi sur le stand en bas. Romain Rouillet, qui n'est pas là aujourd'hui en présence avec nous, mais dans le cœur, c'est ça ? Je ne sais plus quelle expression, mais qui est là avec nous au moins virtuellement. Et vous avez nos contacts par ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci.